Vous aimez ce livre audio? Laissez un pouce en l'air et un commentaire en partant. Merci et bonne écoute. Le silence se prolongea encore un instant après ce départ, puis de gros soupirs ironiques, des « ouf » rappelèrent Cripure à lui-même. Où en étions-nous? Un art qui enseigne aux hommes à se conduire dans la vie. Bon, enchaînons. En titre, morale individuelle et morale sociale. Écrivez. Le dos voûté, les mains au fond des poches, il reprit sa dictée, d'une voix pleine de saccade et d'irritation, d'un ton qui réprouvait chacune de ses paroles. L'œil mort derrière le lorgnon, cherchant la lumière comme un souvenir, il avait l'air d'une grosse mouche prisonnière bourdonnant contre une vitre. Dans les silences de sa dictée, sa bouche se crispait, ses lèvres minces semblaient disparaître, avalées, et la pointe du menton remontait. Les plumes grinçaient. Il continuait. Une question se pose, celle de savoir si la morale individuelle doit être subordonnée à la morale sociale ou au contraire la sociale à l'individuel, ou si les deux morales doivent être juxtaposées et bénéficier de droits égaux. Selon certains philosophes... La grosse cloche sonne, monsieur, interrompit quelque émule de Gentric. Et sans attendre que Cripure en donnât l'ordre, les potaches s'élancèrent tous à la fois vers la porte, dans un tumulte furibond, le bousculant au passage, histoire de lui arracher, en douce, de grosses touffes de poils de bique. Il se frotta les tempes du bout des doigts, le tic, rajusta son binocle, et avec les gestes hésitants d'un homme qui, à chaque pas, s'attendrait à tomber dans l'abîme, il sortit de la classe, fermant derrière lui la porte à double tour. Monsieur Babineau, les mains croisées sous les basques de sa requimpette, la tête penchée, faisait retentir sur les dalles ses gros souliers à clous et grommelait pour lui tout seul. Voyant Cripure, il courut à lui. « Savez-vous, dit-il, savez-vous à quoi je pensais? À moi, à ce haïssable moi dont parle le philosophe. Eh bien, quand je dis moi, c'est d'un disparu que je parle. La guerre nationale, le péril national, la résistance nationale. » Cripure était déjà loin. Direction bistrot. Des rues, pour changer, supplice connu. Il en avait bien pour une demi-heure avant d'atteindre le café Machin. Se traîner. Il prenait les maisons en grippe. Tout ce travail des hommes depuis tant de siècles pour aboutir à ces boîtes hideuses. Qu'est-ce qui les avait empêchés de mettre partout des fontaines, des jardins, des palais? Pourquoi pas les palais des 1001 nuits? Au moins si j'étais aveugle. Il n'était que myope. Quelqu'un passa et murmura une parole de pitié en le voyant. Et sourd, il poursuivit courageusement sa route. Au passage, il jeta un coup d'œil à la préfecture, monument spirituel en son genre. Quand il lui arrivait d'en franchir les grilles, c'était en frissonnant, comme s'il eût craint de les voir se refermer sur lui, comme sur un évadé enfin repris. Fuyons. Il avança à travers la place. Un klaxon cornait quelque part sans arrêt, peut-être sur la place de la préfecture, peut-être aussi dans la lune. Cripure avançait toujours quand, découvrant qu'une automobile le suivait à moins d'1 mètre et cornait pour lui, il bondit, fit une embardée, faillit s'étaler par terre. L'effet fut sans doute d'un grand comique, car tandis qu'il reprenait son aplomb, encore tout pantelant, un grand éclat de rire retentit. Il se retourna, la voiture avait stoppé. Au volant, un jeune militaire en fantaisie se tenait les côtes à 2 mains. Cripure étouffa de colère. Mais avant qu'il ait pu dire un mot, un officier à monocle et bottes molles descendit de la voiture, les gants à la main, et s'avança vers lui. « Forel !» C'était le député, officier d'état-major. « Excusez-moi, mon cher maître, » dit Forel. « Je ne suis pour rien dans cette plaisanterie grotesque. Je sommeillais à moitié dans la voiture, nous avons voyagé toute la nuit. Et c'est ce Godelureau qui m'a réveillé avec sa manivelle. Je n'ai pas eu le temps... Mais regardez-le, entendez-le rire, Corbin !» Au volant, le Godelureau se cachait la bouche derrière la main. « Ça suffit, n'est-ce pas ?
ordonna sèchement Forel. Venez vous excuser. Il se tourna vers Cripure. Excusez-le vous-même, mon cher maître. C'est encore un enfant. Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, qu'il était votre élève. Cripure revenait lentement à lui-même. Il ajusta son binocle, regarda dans la direction de Corbin. Ah, les salauds. Voilà qu'il voulait l'écraser. Il prenait du grade, après les bécanes, l'auto. Effectivement, murmura-t-il, je me souviens fort bien de monsieur Corbin. Il continua, s'adressant à Corbin lui-même, enfin descendu de son siège. Mais n'est-ce pas, je ne vous aurais pas reconnu sous ce glorieux costume. Non, je n'aurais pas reconnu en vous mon apprenti philosophe d'il y a, voyons, 2 ans. Corbin, comme au garde à vous, répondit « C'est exact, monsieur Merlin. » Pas un pli n'avait bougé dans sa figure en lame de couteau. « Eh bien, dit Forel. Mon cher monsieur Merlin, pardonnez-moi, je n'avais pas d'intention maligne, c'était le plaisir de vous revoir. » Forel fronça les sourcils. « C'est tout. » Je ne fais de niche qu'à ceux que j'estime, ou que j'aime. Cet impudent mensonge n'empêcha pas Cripure de prendre la main que lui tendait Corbin. Il sourit. La jeunesse a bien des privilèges. Elle aura, pour le moment, celui d'aller remiser la voiture, répliqua Forel. Corbin salua et disparut. Cripure et Forel s'éloignèrent lentement, le député prenant le bras de son bon maître. Forel portait sur le visage les traces d'une fatigue qui n'était pas due qu'au voyage, mais que le voyage avait accentuée. Les joues soigneusement rasées étaient molles, grises, étoilées de pattes d'oie, les yeux gros, bleuâtres et troubles. La bouche, sous une fine moustache encore noire, exprimait cette bonté propre à certains hommes de plaisir qui ne l'ont pas toujours rencontrée, et corrigeait ce que le nez busqué, aux ailes sans cesse agitées par un tic, avait de sensuellement brutal. Le corps, sous l'uniforme, restait mince et vigoureux. Mais qu'il portât l'uniforme ou l'habit civil, tout en lui trahissait l'homme qui a passé sa vie parmi les femmes. « C'est un lieu singulier pour vous rencontrer, mon cher maître », dit Forel avec ce ton d'élégant détachement qui lui était propre, mais où se marquait une déférence sincère pour Cripure. « Vous ne hantez guère d'habitude ces bastions gouvernementaux ?» fit-il en désignant la préfecture. « Et comment va madame Merlin ?»« Mais bien, fort bien, » répondit Cripure, sincèrement touché qu'on lui demanda des nouvelles de sa femme. Cela arrivait si peu souvent. « Vous me rappellerez à son bon souvenir, n'est-ce pas ?»« Vous êtes trop gentil. »« Nous avons passé de si bonnes journées dans votre villa, » reprit le député. « Je m'en souviens comme d'hier. » Forel se targuait d'aimer les idées et d'avoir une grande curiosité des hommes. Il connaissait la valeur de Cripure, et il avait la manie de lui parler de ses petits ouvrages, surtout de la pensée médique. Ce livre avait autrefois ébloui Forel. Il aimait aussi à questionner Cripure sur les mystères du sanskrit. Le député aurait tant voulu savoir le sanskrit.